On parle toujours du vide, de la vacuité. Le vide en chinois, ça veut dire le tout également. On dit le vide en chinois, c'est le tout. Prenez une feuille blanche, elle est blanche, il n'y a rien, elle est vide. C'est le vide pour une feuille, si on veut faire un dessin. Mais le blanc, vous savez très bien que c'est composé de toutes les couleurs du spectre. Toutes les couleurs du spectre que dans la nature, c'est dans le blanc. Le blanc, donc, vous renvoie toutes les couleurs, ça se produit sous forme de blanc. Or, si vous décomposez ce blanc, vous apercevrez que ce n'est pas vide. Le vide, c'est plein. Il n'y a pas de vide. C'est l'espace vital, si vous voulez. Bon, on a besoin du vide pour bouger. Comme on dit, quand on fait des bosendo, par exemple, il nous faut de la place pour faire des bosendo. Plus j'aurai de la place, mieux je ferai mon bosendo. Eh bien, c'est ça le vide, c'est pas autre chose. Or, quand on parle du vide de l'esprit, c'est la même chose. Plus je ferai le vide dans mon esprit, plus j'aurai de place pour comprendre les choses. Ouais. Plus je vais me débarrasser des contingences, des asparagus, comme on dit, des choses. Vous avez un buisson, bon, il est là, il est touffu, épais. Vous pouvez très bien couper des feuilles, couper des machins, puis débarrasser, c'est un peu l'ikebana, ça. Et puis vous apercevez tout d'un coup quelque chose de beau qui se révèle à vous, là, qui ne se révélait pas avant, c'était noyé dans une masse. Vous avez un gros bouquet de fleurs, bon, vous le mettez là, c'est joli, mais vous ne vous régalez pas l'esprit, comme le japonais, avec sa petite fleur, ou ses deux petites fleurs, ou trois là qui sont là, ou cette branche qui est là, il se régale l'esprit parce qu'il a dépouillé de tout. Vous rentrez dans une maison japonaise, vous apercevez, ou chez les Chinois aussi beaucoup, malgré que les Chinois se meublent davantage, mais enfin, vous rentrez, vous êtes impressionné, non pas écrasé par ce que vous voyez, mais vous êtes pris d'une espèce d'ambiance, d'atmosphère, de respect, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est vide, mais tout est... Vous sentez que c'est plein de quelque chose. Vous ne savez pas quoi, mais c'est plein de quelque chose. Alors quand les gens rentrent là, bon, on vous offre un siège, on vous offre un pouf, ou on vous met par terre, on vous dit, ben voilà, vous pouvez vous asseoir, vous mettre à genoux, et puis vous mettez à genoux. Mais il y a un dégagement dans l'esprit. Mais ça, c'est dans tout le peuple. Ça, c'est pas une personne. C'est pas. Ici, ça choquerait parce que on dirait tiens, il n'y a rien chez lui, pas de meubles. Et pourtant, ça serait là. Il faut juste le nécessaire. Alors, on met plein de bibelots. Tout le monde met plein de bibelots là. Bon, c'est la mode chez nous, c'est comme ça. Faut pas être trop original non plus, et puis se passer de tout. Mais chez eux, c'est tout à fait différent. Et ça leur permet Parce que, imaginez quelqu'un qui est dans une bibliothèque, qui a des milliers de livres, là, et puis lequel je prends. Il est embarrassé, il y a trop de livres. Si on en met qu'un qu'il n'a pas lu, il va le prendre, il va le lire. Parce qu'il a besoin de lire, il a envie de lire. Il va le prendre, il va le lire, même si c'est pas ce qu'il cherchait, il va le lire. Si on diminue les feuilles encore, si on veut lui faire tomber sur un sujet, il n'y a qu'à éluder toutes les feuilles, laisser juste le sujet qu'on veut lui faire lire, et bien il va tomber dessus, exactement. C'est un peu ça. L'histoire du volubilis. L'histoire de Volubilis de Senrikyu, oui, c'est ça. Oui, oui, voilà, Senrikyu, c'était un moine zen, et puis il était ami de Hideyoshi. Hideyoshi, c'était le Taiko-sama, c'était le régent. C'était un homme terrible, les têtes, ça tombait comme on coupe une fleur, là. Bon, peut-être plus, même, parce qu'il respectait les fleurs, et peut-être les têtes, il disait après tout, c'est dangereux. Les fleurs, c'est pas dangereux. Bon. Enfin, à cette époque-là, c'était les samouraïs, et c'était l'époque où il y avait des guerres dans le pays, et lui, il maintenait le pays. On l'appelle le Richelieu du Japon, on l'appelle le Napoléon du Japon, parce qu'il a pacifié le Japon. C'était un fils de paysan qui est monté, qui est devenu général un jour, et puis qui était au service d'Oda Nobunaga. Et Oda Nobunaga mort, et bien c'est lui qui a pris le pouvoir, en tant que régent, parce que Nobunaga avait laissé un enfant. Bon. Et il a mené le pays vraiment comme il devait le faire, et c'était la paix partout, parce qu'on le craignait. Alors il avait un ami qui était Senrikyu, ce moine là justement, qui était maître des cérémonies du thé, de l'ikebana, et des arts martiaux également, parce que tout ça va ensemble, tir à l'arc. Bon, et puis un jour Hideyoshi voulait, parce que les moines bouddhistes pouvaient se marier, les bouddhistes pouvaient se marier, les zénistes pouvaient se marier. Et il avait offert sa fille à Senrikyu. Et Senrikyu a refusé la fille. Il a dit, moi je ne veux pas me marier, je veux rester célibataire, je ne veux pas. Alors il est entré en disgrâce. Et puis il s'est retiré dans un monastère. Et un beau jour, Hideyoshi avait besoin de voir des fleurs. Et il savait qu'il avait Parce que le volubilis, c'est-à-dire la gasao, c'est une fleur qui était importée au Japon, à cette époque-là à peu près.
Elle était toute nouvelle, mais enfin, il y avait quelques personnes qui l'avaient, quelques moines comme ça, qui l'avaient cultivée, et puis c'était une très belle fleur que vous connaissez d'ailleurs, parce que c'est le volubile. Le liseron aussi, ça fait partie de la même famille. Et alors, il cultivait avec amour ce parterre d'Asagao, et le shogun a entendu parler, le Taiko-sama a entendu parler, il dit, ben voilà, je voudrais annoncer à Senrikyo que je vais venir le voir avec toute une escorte, et je vais admirer ses fleurs. Bon. Quand Senrikyo a entendu ça, il a dit, bon, ben, je l'attends. Et puis, quand le shogun arrive, avec toute sa suite, il descend de cheval, il rentre, il suit l'allée, il rentre là, il voit le parterre complètement vide, il n'y avait plus une fleur. Il dit, mais il a commencé à changer de couleur. Il dit, c'est un nouvel affront, hein, parce qu'il m'a déjà fait des affronts, mais alors là, après, il était prêt déjà à tirer son sabre, à lui couper la tête, et ce coup-là, il y passe. Alors, il lui dit, Seigneur, vous veuillez entrer. Alors, il le fait entrer dans le dojo, on appelait ça des dojos à l'époque, dans le petit temple, là où il y a le tokonoma. Et il lui dit, regardez. Alors, il regarde il voit un liseron tout seul, comme ça, sur le tokonoma. C'est magnifique, un joli petit liseron. Alors, Hideyoshi, tout de suite, est resté en admiration devant le liseron. Alors, il dit, vous voyez, Seigneur, si je n'avais pas coupé toutes les autres, vous n'auriez pas eu ce plaisir à contempler celui-là. Et là, c'est pour dire le dépouillement chez eux. Alors, l'autre était très heureux, très content, il a apprécié. Il a sacrifié tous ces liserons qu'il aimait bien pour montrer celle-là, cette fleur. C'était ça, c'est là l'esprit japonais, l'esprit du zen, du dépouillement de tout. Pour montrer quelque chose, là. Mais il a choisi celui qu'il considérait comme le plus beau, peut-être le moins coloré, pas le plus coloré, le moins coloré, peut-être des formes un peu moins accusées que d'autres. Il y a des critères, peut-être qu'ils ont, que nous ne savons pas apprécier. Il y a des moines zen là-bas qui ont des jardins de sable. Jardin sable et cailloux. Quelques cailloux, quelques de sable. Et c'est interdit de venir le voir. Interdit de venir, de pénétrer, d'aller voir ce jardin. Bon. Alors l'Européen un jour est autorisé à venir voir. Un moine zen lui dit, ben écoutez, je vais faire exception pour vous, je vais vous laisser venir. L'Européen arrive, regarde. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour qu'il puisse m'interdire, qu'on interdit aux autres de venir voir ça? Il y a du sable, il y a des cailloux. Il voit des cailloux ronds, des machins. Il n'a rien vu du tout, rien du tout. Il dit, je comprends pas. Et la réflexion qu'il a fait après à ses amis, il dit, moi je comprends pas. On interdit de voir ce jardin, et il n'y a absolument rien que du sable et des rochers. Pour un Japonais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il reste là en admiration pendant des heures. Comme nous, devant un foyer, une flamme qui flambe. Comme on admire la neige sur la montagne. Non pas pour aller dans la neige se tripoter les mains ou glisser dessus. On admire la beauté du paysage. Il y a un autre esprit, mais ça va depuis des générations et dans l'enfance déjà. Ils ont ce sens esthétique que nous n'avons plus, nous avons perdu. Parce qu'il nous faut l'abondance, il nous faut prouver qu'on a l'abondance. Jésus, c'est le contraire. Il ne cherche pas la pauvreté. Il cherche le dépouillement. Et d'ailleurs, le dépouillement de l'âme aussi bien que du corps, que de tout. Rien que le nécessaire. Dans les vêtements, c'est pareil. Moins il y a de couture au vêtement, mieux ça vaut. Un vêtement est précieux là-bas s'il y a très peu de couture. Plus il y a de couture, moins c'est bon. Maintenant, il change peut-être, là, puisqu'il s'habille à l'européenne. Parce que le vêtement japonais, les Japonais se déplaçaient beaucoup. Ils marchaient beaucoup. Même à l'époque où j'étais, moi, c'est des gens qui se déplaçaient facilement. Alors, il y avait des petites sandales, et puis ça marchait. Et ils se tapaient je sais pas, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100 km par jour, comme ça, en marchant. C'est des gens qui sont faits pour marcher. Ils aiment marcher, ils font pour marcher. Ils n'ont pas de morphologie tout à fait exceptionnelle, non, ils sont faits pour ça. Et puis, il n'y a jamais d'abus, il n'y a pas beaucoup. D'obèses, j'en ai presque pas vu là-bas, des obèses. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de bel athlète, comme on voit chez nous, avec des épaules comme ça, des tailles comme ça. Mais il y avait pas on ne voyait pas d'obèses. On voit beaucoup d'obèses chez les Chinois, énormément d'obèses. Mais les Japonais, on ne voyait pas d'obèses. Et on ne voyait pas non plus, je vous dis, des beaux athlètes comme on voit chez nous. C'était dans le juste milieu. Mais là, pour marcher, pour faire des performances, c'est incroyable. Un petit bol de riz, machin. Et les vêtements, alors là, ils sont enlevés. On enlève le faux filage, ils sont faux filés. On enlève le faux filage, et puis on lave le vêtement, c'est une pièce d'étoffe plate. Et on lave le vêtement, on se met à poil là, puis on lave le vêtement. Bon, mais bien lavé, hein, c'est bien lavé. C'est mis au sec, quand c'est sec, on refaufile et on remet le vêtement. Pour eux, c'était un summum de la propreté. Vous ne pouvez pas rester dans les coutures, rester des saletés, rester des machins comme ça. C'était la coutume comme ça.
Maintenant, ça a peut-être changé un peu. Chez les Chinois, au contraire, alors c'est bien cousu, c'est bien, on recherche le détail, les choses ajoutées même. Chez les Japonais, non. Et pourtant, chez les taoïstes, oui, seulement les taoïstes, entre le taoïste et le confucianisme, il y a une marge. Le confucianisme, au contraire, on se charge de beaucoup de choses. C'est les rites, c'est les choses, au contraire, il y a beaucoup d'objets chez les confucianistes. Que les taoïstes, au contraire, c'est le dépouillement. Le taoïsme et le zen, ça se rejoint énormément. Justement, justement, les relations entre zen et Tao, très profondes. Elles sont très profondes. D'ailleurs, les moines zen, Suzuki lui-même, il dit on doit beaucoup à Lao Tzu. Suzuki, qui est un des maîtres actuels, il dit le zen doit beaucoup à Lao Tzu, qui est le maître du Tao chinois. Et ils disent l'écriture chinoise, par exemple, est très pratique pour nous qui faisons du zen, pour nous exprimer dans notre langue, dans la langue chinoise aussi. Dans les caractères chinois, nous permettent d'exprimer notre zen. Mais malgré qu'on ne peut pas l'expliquer, on peut pas. On dit, si j'explique, c'est plus le zen. Mais n'empêche qu'ils s'instruisent quand même. Ils connaissent tous les patriarches, ils savent, ils se rappellent quel était le patriarche à telle et telle année, telle et telle époque. Pas des ignorants. On pourrait penser, nous, occidentaux, que quand on parle du zen, on parle de gens dépouillés de tout, même de connaissances, dépouillés même d'instruction. C'est pas vrai. Ils s'instruisent autrement, ils s'instruisent dans la nature. Un peu comme voulait Jean-Jacques Rousseau faire avec des enfants. Ils sont à l'école de la nature et ils vivent dans la nature. C'est-à-dire que le temple est toujours dans la nature. Les maisons même étaient dans la nature. Mais le temple est dans la nature. Et entouré d'arbres, entouré d'eau, et les montagnes sont... Tout est montagneux là-bas, alors c'est facile. Et alors les moines se déplacent énormément, aussi bien les supérieurs que les autres. Ils ont les rites, le rituel qui est très léger chez les zénistes. Ils font beaucoup de méditation, énormément de méditation. Et c'est ça, la base aussi, c'est la méditation, le dhyana, zen. Et la méditation est dépouillée aussi, c'est faire le vide de son esprit, c'est ça la méditation. Ce que les gens ne savent pas faire. Alors on vous parle de méditation transcendantale, on vous parle d'un tas de trucs, il y a eu beaucoup de livres décrits là-dessus, et les gens se sont fourvoyés là-dedans, et personne ne sait faire une méditation, en Europe. Moi j'ai pas vu une théorie ou quelque chose qui est une véritable méditation, c'est pas. Il y a peut-être que les dominicains ou les jésuites qui savaient faire de la méditation. Méditation à leur manière. Ou les sœurs qui étaient les carmélites, qui étaient avec le rosaire et puis qui restaient silence complet. Alors là, il y a une méditation obligatoire. Chez les zénistes, c'est aussi le silence. On parle le moins possible. C'est ça la méditation. La méditation, il faut des sujets, ce qu'on appelle les koans, des sujets de méditation, qui sont ce que je vous donne là, c'est un peu ça. Ce que je vous ai donné jusqu'à même. Le genre de koans sur lequel il faut méditer, et vous traduisez à votre manière, un peu comme les caractères chinois, vous pouvez les traduire de plusieurs manières. Vous pouvez avoir une phrase qui s'adapte à un sens, donner un sens à un signe qui peut s'adapter à autre chose, à une autre idée, mais vous rejoignez toujours l'idée primordiale quand même. C'est-à-dire c'est la combinaison des... Alors c'est pour ça ce que je vous donne, les koans, je vous les donne disparates un peu, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, 10 par 10. Et puis, il faut reprendre ça au début après, et revenir dessus. C'est comme tout ce que je vous ai donné sur les cassettes depuis des années. Il faut reprendre et revenir, et c'est l'ensemble de tout qui va vous donner la compréhension. C'est pas de reprendre les dernières cassettes ou de reprendre rien que les premières. Il faut revoir. Alors, des choses qui vous sont passées inaperçues à un moment donné, vous frappez ce coup-ci. Il faut revenir là-dessus. Et sur ces koans que je vous ai donnés, c'est la même chose. Moi, je vous ai dit des sujets de méditation. C'est des koans sur lesquels on médite. Alors, la manière de méditer, je vous dirai comment on fait. Il faut épurer son esprit, oublier tous les soucis, au moins pendant la période de méditation. Puis se respecter les autres. Avoir une vie à peu près conforme. Ça n'empêche pas de faire la fête, la preuve, puisqu'on en fait de temps en temps. On mange bien, on boit bien, et rien n'est interdit que l'excès, l'abus. Une fête de temps en temps, c'est pas interdit. Faire la fête tous les jours, c'est interdit. D'abord, la nature nous punit si on abuse. C'est pas...